Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, féminin. On va revenir sur la saison 2024 des Bleus, le top 10 des meilleures françaises de cette saison. On reviendra également un peu sur la saison des françaises et puis on parlera de ce top 10. Il y aura quelques mentions honorables également dans ce classement. Il y aura également un classement top 15 international du côté des filles. Voilà, c'est les deux derniers top 10 de la saison. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme, de la voile également, mais le cyclisme, je rappelle qu'on reprend dès janvier avec les présentations de saison, le Tour de l'Under également, les classiques au niveau de Majorque. Puis l'étoile de Bessèges qui doit arriver très vite également en février. Donc voilà, il y aura du contenu sur la chaîne. Voilà, ne vous inquiétez pas. On commence tout de suite. Si vous voulez faire un Super Thanks, n'hésitez pas à le faire, mais seulement si vous en avez les moyens. N'allez pas réclamer des sous-sous à vos parents, notamment pour faire des Super Thanks. Et on commence tout de suite. Avec ce classement. Alors la saison 2024 des Françaises, moi je trouve qu'il y a eu des très bonnes choses. Le cyclisme féminin évolue et évolue dans le bon sens du côté des Françaises, déjà parce qu'on gagne en densité. Deuxièmement, parce qu'on a une génération chez les espoirs qui est assez dingue. Quand on voit des Marion Brunel, des Julie Bégaud, des Tissia Rio, notamment, tu te dis qu'il y a aussi Églantine Raillet qui n'a pas encore tout montré, des Léa Curigny également qui sont très jeunes, qu'une Juliette Labousse ou qu'une Evita Music ont moins de 30 ans et largement moins de 30 ans. Donc tu te dis qu'il y a quand même une génération actuellement on a une densité qui est assez dingue. Il nous manque pas grand chose en fait pour rivaliser avec les meilleures nations du monde. Il nous manque pas grand chose et je trouve que cet écart diminue d'année en année. Je pense qu'on n'a pas encore forcément la très bonne carte au niveau du sprint. Ça c'est clair et net. Sur les classiques également type flandrienne, on est encore loin. Parce qu'en fait on n'a que Victoire Berthaud quasiment, mais en montagne on est dans le coup, on a une belle densité. Bon, après en ce moment vous avez Vollering qui est très forte, vous avez aussi Nevia Doma et Longo Borghini, on est un petit ton en dessous de ces trois là, j'irais. Il y a peut-être Gaia Realini qui est proche, mais comme on a des filles qui sont très jeunes, Marion Bunel elle est très jeune, encore une fois, Julie Bégaud également, je pense que on va avoir une évolution dans la performance qui va être pas mal dans les années à venir. Donc je suis assez confiant voilà, pour le cyclisme féminin. On en a parlé déjà l'année dernière. Je disais que la France était un peu en deuxième division, ce qui était déjà bien, parce qu'en première division dans le cyclisme féminin, tu n'as pas 150 nations. Et je trouve qu'on commence à atteindre une division 1.5 et on se rapproche de plus en plus des meilleures nations, même s'il y a encore une marche à franchir de ce côté-là. Allez, on regarde tout de suite la 10e de ce classement. Bon, on parlait des jeunes filles qui sont performantes, des jeunes femmes même qui sont performantes du côté du cyclisme féminin. Et bien, on va commencer par la première d'entre elles. C'est Tissia Rio de l'équipe Arkea BNB Hotel. Elle repart dans la même formation en 2025. De toute façon, un pur produit de la formation bretonne. Elle est née à Quimper, elle est passée par le team Braise Ladies, également chez les amateurs. On va vous dire que là, c'est Bretagne. Pourquoi je mets Tissia Rio en avant? On est sur la même génération que Julie Bégaud, hein. Donc cette génération, Marion Bunel aussi, qui ont 19-20 ans. Et en termes de performance, vous avez quand même une victoire donc au Tour du Portugal, deuxième place pardon, Tour du Portugal féminin, mais première du côté du classement des jeunes. Vous avez une 12e place au Tour féminin international des Pyrénées. Elle a également fini 5e des championnats de France Espoir, 9e d'une course en Espagne qui s'appelle le Trofeo Benizalem Andratx. Et puis, elle est également sur le Tour international de l'Ardèche, où elle a pris la 14e place, présente également sur le Tour de l'avenir féminin avec une 15e place. C'est de très bons résultats. Pour une fille, encore une fois, qui a 19 ans,
qui est pas dans la plus grosse structure, loin de là, du cyclisme féminin. Arkea, c'est pas du tout la plus grande des structures. Et je trouve que là aussi, en termes de résultats, bah, ça monte pas mal de très bonnes choses. 33e du Tour du Sémois, de la Sémois, pardon, en Belgique. Et surtout, le Tour international de l'Ardèche, c'est quand même une course d'un certain niveau. D'un bon niveau au niveau féminin, et faire 14e de cette épreuve-là qui est très montagneuse, c'est déjà très intéressant. Et puis le Tour de l'avenir féminin aussi, hein, elle est 15e. En fait, elle est juste derrière les Marion Bunel, Julie Bégaud, hein, mais elle est vraiment dans ce niveau-là de performance où elle arrive à faire des très bons résultats depuis de nombreuses années, où elle enchaîne les bons résultats. Et elle fait du bon boulot. Voilà, elle fait du très très bon travail. Donc encore une fois, c'est devenu la leader quasiment de la Arkea sur ce type de course. Avec, vous avez un petit peu Maëva Skiban, mais c'est vrai que chez Arkea, bah, elle devient l'une des filles les plus importantes de l'équipe. Et une des leaders de cette équipe, et pourtant il y a du monde quand même, hein. Vous avez notamment Cavallard, l'Autrichienne, qu'on a beaucoup vu du côté du Tour de France Femmes, pardon. Emilia Faline qui est toujours là, notamment. Donc elle commence à s'imposer comme l'une des leaders de cette formation, et ça c'est très bien. Et puis en termes de résultats, pour le moment, il y a des bons résultats, et on sent que c'est une fille qui est encore jeune, donc il y a encore beaucoup de progrès à obtenir, mais voilà, je trouve qu'il y a une belle progression. Alors c'est dommage, on ne l'a pas vu sur le Tour de France Femmes, mais encore une fois, il faut lui laisser également un petit peu le temps de grandir. Et puis bah, ce Tour du Portugal, qui a été une réussite pour elle avec cette deuxième place, derrière India Granger, mais bon, qui est quand même une fille qui est là depuis quelques années, India Granger, donc très bon résultat à obtenir sur cette épreuve-là, parce que India Granger, bah, c'est une fille qui a 24-25 ans, mais qui est chez les professionnels depuis avant, bien avant Ticia Rio, parce qu'elle est chez les pros depuis très longtemps. Et je pense que du côté de chez Ticia Rio, il y a un gros potentiel aujourd'hui chez cette jeune fille, et un potentiel qui peut aller loin, parce qu'elle fait partie de cette génération presque dorée du cyclisme féminin français, avec Julie Bégaud, avec Marion Bunel, et avec d'autres filles qui sont à peine plus âgées, qui ont également beaucoup de talent. Donc on peut penser à une Glantine Raillet, une Léa Curigné. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'une Ticia Rio, bah, ça fait du bon travail. Je rappelle qu'elle n'a que 19 ans, elle aura 20 ans dans quelques jours, parce qu'elle est du 7 janvier, mais elle est très très jeune. Juliette Labousse, à 19 ans, elle n'était pas aussi performante. Donc moi je trouve qu'il y a vraiment des choses très bien du côté de Ticia Rio, et encore une fois dans une structure qui n'est pas très grosse. Arkea, c'est pas la plus grosse structure vraiment de deuxième division, parce qu'elle va faire partie, hein, cette équipe, de la deuxième division du cyclisme français. Enfin, du cyclisme, pardon, international, pas du tout du cyclisme français. Mais ouais, elle fait vraiment du bon job. Donc on va voir ce que ça va donner l'année prochaine du côté de Ticia Rio. Mais pour le moment, c'est plutôt très intéressant. Deuxième de ce classement des Françaises de la saison, c'est une fille également qui a moins de 25 ans, qui a fait un énorme travail d'équipière pour une certaine Evita Music. On parle de Léa Curigné. Alors Léa Curigné, ça faisait partie quand même des gros transferts du cyclisme féminin l'année dernière, en passant de la DSM à FDJ, et c'est peut-être elle qui a donné l'idée à Juliette Labousse d'aller du côté de la FDJ Suez. Mais cette année, Léa Curigné, elle a vraiment passé un énorme palier. Jusqu'à maintenant, c'était une concurrente, mais assez jeune, qui avait commencé en 2020 chez Arkea, du côté du cyclisme professionnel, mais qui n'avait pas forcément montré grand-chose, même à la DSM. On attendait un petit peu. Et puis, déjà en 2023, elle finit quand même pas mal l'année. Notamment 14e du Tour de l'Avenir féminin, mais vainqueur du classement des jeunes du Baloise Ladies Tour. Donc déjà, il y avait quand même une évolution
du côté de Léa Curigné. Et cette année, une très grosse évolution parce que déjà, ça a été l'une des équipières les plus importantes autour des Vita Music sur le dernier Tour de France, 19e du dernier Tour de France femme. Elle fait 10e du Tour cycliste féminin international de l'Ardèche, donc encore une fois la deuxième course la plus importante en termes de cyclisme féminin du côté de la France. Donc ça c'est un très très bon résultat de sa part, où elle a vraiment fait du bon boulot, très clairement Léa Curigné sur cette épreuve. Et puis elle a été très présente autour en fait des Vita Music. Ça a été un personnage important, 13e de l'Amstel aussi, Léa Curigné, et puis des résultats sur le Tour de Normandie, sur les Strade Bianche, 19e aussi. Donc tu vois que c'est une fille qui a quand même beaucoup progressé, encore une fois, dans ce travail d'équipière. Alors le problème c'est qu'elle a assez peu couru, hein. On est sur à peine 40 jours de course du côté de Léa Curigné. Donc il en manque encore un petit peu du côté de cette jeune concurrente, mais en termes de résultats, elle a vraiment fait du bon job. Et c'est une fille qui est aussi dans ses jeunes années, parce que là je regardais un petit peu si elle avait eu des blessures cette année, qui a eu 2 grosses blessures dans sa carrière en 2020 et 2022, ce qui a forcément joué sur son évolution. Ça a retardé son évolution et sa progression. Et c'est vrai que là, si on voit par rapport aux années précédentes, c'est une fille qui a beaucoup progressé. Maintenant, il faudrait augmenter le nombre de jours de course dans l'année. Mais c'est déjà une fille qui avait fait 12e du Tour de la Communauté de Valence en 2024, donc cette année, qui avait fait en 2023 6e du Baloise Ladies Tour, et je trouve qu'elle a beaucoup progressé en montagne, et je pensais pas qu'elle avait ce niveau-là en montagne. C'est vrai que sur le Tour de France féminin, je trouve qu'elle est très présente autour de sa leader, et je m'attendais pas à ce qu'elle ait ce niveau-là en montagne. Donc je trouve que ça c'est des choses qui sont très intéressantes dans son évolution de carrière. 2e année de contrat à la FDJ est dernière, dernière pour le moment pour elle, donc la question ça sera de voir si elle est renouvelée. Ça sera pas évident l'année prochaine en 2025 du côté de la FDJ Suez, parce que c'est vrai qu'on va avoir pléthore de talents et on n'aura peut-être pas de la place pour tout le monde. À partir de ce moment-là, Léa Curigné pourra intéresser de nombreuses formations grâce à ses aptitudes. Et je pense que beaucoup de filles, beaucoup d'équipes féminines seraient intéressées par une Léa Curigné, et avec peut-être un statut peut-être plus de leader que ce qu'elle a actuellement. Donc je pense qu'elle va être un peu courtisée sur le marché des transferts, surtout si elle fait une bonne année 2025, ça sera la clé aussi, mais si elle progresse encore en 2025, ça peut être vraiment une fille dangereuse dans les années à venir. Et pour moi, ça a été vraiment une équipière très importante autour des Vita Music sur le dernier Tour de France féminin. Donc, je trouve qu'elle a fait un très très bon travail sur cette épreuve. Et je pense que du côté de Léa Curigné, on a hâte de repartir pour 2025 du côté de l'équipe FDJ Suez. 8e de ce classement, c'est une sprinteuse qui est encore jeune, elle n'aura que 26 ans le 12 janvier prochain, et elle a également fait pas mal de pistes cette année, ce qui fait qu'on ne l'a pas forcément énormément vue. Il y a quand même eu des résultats malgré je dirais son faible nombre de jours de course. Elle qui est à la Lidl Trek, c'est Clara Copponi. Cette année, Clara Copponi, ça reste quand même l'une des meilleures sprinteuses françaises. Il y en a 2, hein. Il y a elle et Victoire Berthaud. En gros, on n'a pas 150 filles dans ce domaine-là. Et je trouve que Clara Copponi, sur les sprints purs, je trouve qu'elle apporte plus de sérénité que Victoire Berthaud. 4e des derniers championnats d'Europe, et vraiment, elle passe pas loin du podium. Et c'est frustrant pour Clara Copponi. En fait, ce qui est triste pour Clara Copponi, c'est que ça a été une année très frustrante, que ce soit aux Jeux Olympiques ou sur la course à l'américaine notamment, elle se rate lors de la fin des Jeux Olympiques, et ce qui est toujours dur de s'en remettre. Au championnat d'Europe, elle passe pas très loin du podium, mais elle n'est pas sur le podium, elle gère à la place du con. Il lui manque aussi une victoire cette année.
il y a pas mal de podiums, hein, notamment sur l'UAE Tour. Elle fait 3e d'une étape, 2e d'une étape du Tour de Burgos. Elle est dans le top 10 de toutes les étapes de la 4Ride London Classic, donc une épreuve World Tour. 10e des championnats de France, 4e des championnats d'Europe. Elle a été très présente pendant toute la saison aux avant-postes. Il lui manque juste le gros résultat qui fait qu'elle aurait pu passer un petit peu devant au niveau du classement. Mais Clara Copponi, ça reste pour moi parmi les valeurs sûres du cyclisme français aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on sait que quand elle est sur une épreuve, elle sera visible. On sait qu'elle sera là, qu'elle sera aux avant-postes, qu'elle sera présente sur les sprints. Et puis du côté de Lidl Trek, c'est vrai que c'est pas forcément simple parce que vous avez des filles de grand talent aussi dans l'effectif. Je pense que cette année on la verra beaucoup plus sur la route, hein, parce que je pense que c'était prévu qu'elle fasse pas mal de jours de course cette année, enfin beaucoup plus en 2025 qu'en 2024, parce qu'en 2024 il y avait encore une fois les Jeux Olympiques qui étaient un gros objectif pour elle, mais je trouve qu'elle a quand même été très visible malgré le faible nombre de jours de course qu'elle a dans les pattes. Elle n'a pas 30 jours de course dans les pattes, et bien elle a quand même réussi à être visible, à être performante, ce qui était loin d'être évident avec une saison un petit peu hachée, une grosse préparation sur la piste qui est parfois dur à encaisser. Donc je trouve que voilà, c'est du bon job qu'a fait Clara Copponi, malgré forcément la frustration qu'elle avait notamment après les championnats d'Europe où elle était très triste. Mais il faut qu'elle se serve également de cette année frustrante pour se motiver, pour trouver de l'énergie à l'entraînement. Et je pense que encore une fois, elle a un très grand talent, Clara Copponi. À la FDJ Suez, elle avait un grand talent. Elle n'a absolument pas perdu le talent qu'elle avait du côté de la FDJ Suez. Maintenant, il faut trouver les ouvertures dans les sprints. En fait, il lui manque pas grand-chose. Voilà, Clara Copponi, c'est vrai que pour le moment, c'est une fille qui n'a que 2 victoires dans sa carrière. Elle pourra en avoir beaucoup plus. Voilà, il lui manque juste pas grand chose, mais c'est une fille qui est très régulière. Elle est très régulière aux avant-postes aujourd'hui, Clara Copponi, donc j'espère qu'il y aura des résultats l'année prochaine, qu'elle pourra augmenter ce compteur de victoires parce qu'elle a le talent pour. 7e de ce classement, encore une fille de Arkea BNB Hotel, Maeva Skiban, enfin une fille qui était chez Arkea BNB Hotel, puisque désormais elle rejoint la UAE Team ADQ autour d'Elisa Longo Borghini. Maeva Skiban, eh bien c'est une belle année, notamment avec une étape remportée sur le Tour cycliste féminin de l'Ardèche. Elle finit 3e également du Tour de la Semois en Belgique, 9e du chrono des nations, 9e du Giro d'Emilia également, donc grosse fin de saison. Et puis une 2e place au Grand Bornand. Du côté du Tour de France femmes également pour Maeva Skiban. C'est une fille qui progresse d'année en année, hein. Là on est sur la génération un petit peu après la génération Marion Bunel et Tissia Rio et Julie Bégaud. Ça reste quand même une fille qui est très jeune, elle n'a que 22 ans, et si UAE a décidé de la recruter, c'est que, bon, même si l'équipe féminine est un petit peu différente de l'équipe masculine, c'est qu'ils sont considérés qu'elle avait du talent, et surtout l'équipe féminine veut progresser, hein. UAE veut vraiment progresser dans la hiérarchie, c'est pour ça qu'ils ont notamment recruté Elisa Longo Borghini pour l'année prochaine, que vous avez également Eleonore Backstedt également, donc elle fait partie de ces nouvelles filles qu'on va essayer d'amener pour améliorer l'équipe. Très clairement, et elle fait partie des gros recrutements et des recrutements où on a vraiment on mise beaucoup sur elle. Alors après, il faudra réussir à supporter la pression, il faudra aussi réussir à supporter le fait de ne plus être dans une équipe française, surtout qu'elle était toujours dans des équipes qui n'étaient pas très loin de chez elle. Elle est née à Brest, elle avait été au Stade Rochelet au tout début, puis Arkea cette année en Bretagne. Au final, elle ne sera restée qu'un an chez Arkea, encore une fois avec une équipe qui n'a pas forcément, qui a un peu des soucis financiers. Et malgré qu'un an chez Arkea, elle a marqué les esprits dans cette équipe. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des résultats, encore une fois je vous les ai cités auparavant, et parce qu'elle a fait des très très bonnes choses dans cette équipe. Alors dommage, c'est qu'elle n'a pas participé, elle ne fait pas partie de l'équipe au championnat du monde, parce que ça aurait pu être une idée de la mettre au championnat du monde vu les résultats qu'elle a eus
notamment en Belgique, et sur le tour cycliste féminin de l'Ardèche. J'aurais bien aimé la voir. Après, il n'y avait pas de la place pour tout le monde, hein. Très clairement dans cette sélection française, du côté de Zurich, où on est passé un petit peu à côté. Mais du côté de Maëva Skiban, il y a un très très grand talent. Après, c'est encore une fois une fille que l'on connaît, du côté de Maëva Skiban, parce que c'est une fille qui a eu des résultats chez les jeunes, déjà dans sa carrière. Donc c'est pas non plus une grande surprise de la voir à ce niveau-là, de la voir progresser dans la hiérarchie mondiale. Aujourd'hui, mais il y a une belle progression du côté de Maëva Skiban. Puis on va voir ce que ça va donner désormais pour elle. Mais elle avait fini 4e des championnats d'Europe junior, par exemple. Maëva Skiban en 2020, elle avait remporté le chrono des nations junior également. Ça, c'était en 2019. Donc déjà, pas mal de résultats chez les jeunes. Et là, elle confirme chez les élites aujourd'hui avec ce tour de la CMOA, également ce tour cycliste féminin de l'Ardèche, avec notamment une victoire à Mégène Leclap sur le contre-la-montre. C'est vrai qu'en France, on a autant chez les garçons c'est dur le contre-la-montre, autant chez les filles on a quand même du monde, parce que Cédrine Carbaol, Juliette Labousse, ça marche bien. Donc on va peut-être avoir un relais dans les années à venir, malgré le départ d'Audrey Cordon-Rago, qui va être extrêmement costaud, hein, dans le relais mixte. Les filles ne vont pas perdre de niveau, je pense, avec le départ d'Audrey Cordon-Rago, parce que on a du talent qui arrive, des filles qui sont performantes dans ce domaine-là. Et puis aller chez UAE, c'est aussi là, elle était dans des équipes de 2e division, elle va aller dans le World Tour. Je pense que côtoyer Lisa Longo-Borghini va faire progresser UAE et va forcément faire progresser Maëva Skiban, surtout si ça devient avec Persico par exemple, bien la lieutenant de ces deux filles-là. Ça peut être ça, hein, dans les années à venir. Et puis il y a de la place à prendre chez UAE, parce que certes vous avez Lisa Longo-Borghini, mais derrière Persico n'a pas forcément eu des grands résultats ces dernières années, donc il y a de la place. Et elle peut vraiment avoir un très bon statut dans cette formation. Donc c'est vraiment, je pense pour UAE, une bonne chose. Et je pense pour elle également un bon choix de carrière. Et on la suivra, on continuera de la suivre l'année prochaine. Mais voilà, Maëva Skiban, des bons résultats. Une belle progression également par rapport aux années précédentes quand elle était au Stade Rochet. Mais le Stade Rochet, c'est une toute petite équipe en continental. Et c'est vrai que chez Arkea, elle a été un step au-dessus. Alors là, maintenant, il va y avoir une grande marche à franchir pour aller chez UAE. Mais UAE, chez les filles, c'est pas la plus grosse structure jusqu'à maintenant, hein. C'est pas l'Idol Trek, c'est pas la FDJ, notamment, ou les équipes néerlandaises. Donc il y aura quelque chose à faire, je pense, pour Maëva Skiban. Et puis UAE veut progresser dans la hiérarchie mondiale, parce que c'est vrai que par rapport à l'équipe masculine, l'équipe féminine, elle fait elle est un peu en dessous en termes de résultats. Donc il y a une envie également de faire évoluer des résultats de cette équipe féminine. 6e de ces classements, c'est également une concurrente extrêmement jeune qui a été championne du monde junior. C'était l'année dernière. Julie Bégaud de la Cofidis, qui, je rappelle, a un contrat jusqu'en 2027 du côté de la Cofidis. C'était pas simple pour Julie Bégaud cette année parce qu'elle était attendue. À 19 ans, parce que encore une fois, les résultats chez les jeunes ont été excellents du côté de Julie Bégaud, donc forcément tout le monde avait un peu le regard sur elle, tout le monde voulait voir ce que ça allait donner. Début de saison, je dirais, où elle a pris le temps de prendre ses marques. Il y a quand même une belle perf à Liège où elle fait 47, mais elle est très longtemps dans l'échappée. L'échappée qui va au bout avec Grace Brown, elle est dans ce groupe de 10-15 concurrentes. Et en plus, les Ardennaises cette année, c'était quand même très compliqué au niveau des conditions climatiques. Donc c'est vrai que pour une jeune fille comme elle, on manque encore un peu d'expérience, pour s'habiller, pour ce genre de choses. C'est pas chez les garçons, chez les jeunes, on fait parfois des erreurs au niveau de la nutrition. Donc ça peut être compliqué quand les conditions sont difficiles. Elle fait 4e du Trofeo Oro in Oro, qui est une course importante en Italie. Elle fait 11e de la Flèche Brabançonne. Donc là aussi, on est sur une belle épreuve du calendrier. Elle fait 5e du classement des jeunes autour du Pays Basque. Là aussi, c'est du costaud. 7e sur le Tour international des Pyrénées.
Sur le Giro, elle abandonne. Tour de l'Avenir féminin, 5e. En sachant que les Françaises ont dominé cette épreuve du Tour de l'Avenir féminin, 4e sur l'étape des Lequerellis, un peu plus en difficulté sur le collet des Finistrés. Mais encore une fois, ça aurait même été compliqué, je pense, pour un peloton féminin classique, cette montée-là. Et puis 5e des 3 vallées varésines. De toute manière, aujourd'hui, Julie Bégaud, pour moi, c'est une puncheuse. C'est pas vraiment une grimpeuse. Ses meilleurs résultats, les a obtenus, notamment le championnat du monde l'année dernière. C'est sur un parcours punchy. Donc c'est là pour moi où elle est le plus efficace. C'est sur des parcours où on a des petites bosses, des petites montées. Pour moi, c'est un vrai profil classique ardennaise. Aujourd'hui, Julie Bégaud. Et on voit que c'est une fille qui est efficace dans ce type de résultats. Et dans ce type de parcours surtout, qui a des résultats sur ce type de parcours, on va remettre tout dans le bon ordre. Donc pour moi, c'est vraiment une fille punchy. Est-ce qu'elle peut être performante également sur des Flandriennes? Ça, c'est la question que je me pose aujourd'hui. Parce que c'est vrai, quand on voit sa performance sur la Flèche Brabançonne, on se dit, tiens, sur d'autres classiques flandriennes, est-ce que ça peut être pas mal? Donc ça va peut-être être le travail que va effectuer la Cofidis cette année, de la mettre sur des courses un peu plus importantes, en sachant que la Cofidis est invitée sur toutes les épreuves World Tour. Parce qu'elle fait partie des meilleurs au classement UCI hors équipe World Tour, donc elle fait partie des équipes qui vont être invitées sur toutes les courses. Donc voilà, pour Julie Bégaud, il faut lui laisser du temps. Elle aussi, elle est de janvier, 9 janvier, elles sont toutes de janvier cette année. Donc elle va avoir bientôt 20 ans aussi, comme Ticia Rio. C'est des filles, il faut leur laisser le temps de progresser, de s'affirmer. Il ne faut pas leur mettre la pression trop vite. Et je trouve que, encore une fois, Julie Bégaud, on est sur sa première année chez les professionnels. On est sur une fille qui était très attendue, parce qu'il y a eu beaucoup d'articles sur Julie Bégaud. Je crois que c'est l'une des filles au niveau du cyclisme féminin qui a eu peut-être le plus d'articles. Elle a été très attendue et je trouve qu'elle a été très performante, surtout en fin de saison. Elle fait des bons résultats. Donc c'est très intéressant pour la suite, Julie Bégaud. Et on attendra une progression pour 2025, mais 2024 était déjà pas mal. Comme Ticia Rio, donc on se dit qu'en 2025, si c'est des jeunes filles qui progressent également très vite, on pourrait avoir des filles déjà qui deviennent peut-être pas des cadres encore de l'équipe de France, parce qu'avec le retour de Pauline Ferrand-Prévot, ça va peut-être changer un petit peu, mais quand même du beau niveau. Oui, je précise juste, parce que j'ai oublié de le dire en début de vidéo, il n'y a pas Pauline Ferrand-Prévot dans le classement, parce que je parle du cyclisme sur route. Mais la saison de Pauline Ferrand-Prévôt a été excellente. Mais encore une fois, je parle de cyclisme sur route et pas de VTT. Sinon, il y a aussi des filles qui auraient pu être dans ce classement du côté du BMX, du côté du cyclisme sur piste aussi, pourquoi pas, pour certaines. Donc c'est la route, exclusivement la route. On regarde tout de suite la 4e de ce classement. C'est pas la 4e, c'est la 5e. J'ai voulu aller un petit peu trop vite. Championne de France en 2023, qui a fait aussi pas mal de pistes cette année, mais qui a quand même 47 jours de course dans les pattes à la Cofidis. Victoire Berthaud. On parlait de Clara Copponi, c'est la 2e au niveau du sprint. La différence avec Clara Copponi, c'est qu'elle, on l'a beaucoup plus vue pendant toute la saison. Même si j'ai été un peu déçu de son Tour de France, je m'attendais à un peu mieux. Parce que du côté de la Cofidis, il n'y avait pas forcément... pour moi, c'était peut-être la meilleure carte pour avoir des résultats du côté de la Cofidis. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas un top 10 dans ce classement. Et je trouve qu'elle a été trop discrète sur cette épreuve-là. Par contre, Paris-Roubaix, 8e. Donc ça, c'est quand même vraiment du costaud sur cette épreuve-là. Et on sait que c'est une fille du Nord. C'est une fille qui aime les Flandriennes. Avec également 14e du Tour des Flandres et 11e d'à travers la Flandre. Aujourd'hui, c'est la seule représentante du cyclisme féminin français qui est en capacité d'avoir des résultats sur les Flandriennes. C'est la seule pour le moment, on verra Julie Bégaud, mais encore une fois, c'est un peu en attente. Elle adore les pavés, c'est vraiment sa spécialité, c'est ce qu'elle apprécie le plus. Je pense dans le cyclisme, c'est là où elle prend le plus de plaisir. La petite déception pour moi cette année, c'est que j'ai trouvé qu'elle était un peu en retrait sur les sprints par rapport à l'année dernière.
C'est peut-être dû aussi à sa préparation sur le cyclisme sur piste, où elle était dans l'équipe de poursuite, hein, Victoire Berthaud, donc forcément ça a peut-être nui un petit peu à ses talents de sprinteuse pure, mais j'ai trouvé que voilà, c'est un petit peu la déception que j'aurais. Après, elle a quand même des résultats, un 5e de la classique Morbihan notamment. C'est vrai qu'aux Jeux Olympiques, 27e, mais encore une fois, une course qui est très compliquée pour les filles, parce qu'elles sont prises dans les chutes au mauvais moment sur l'entrée du circuit dans Paris. Donc ça a été compliqué. 2e du Grand Prix d'Isberg aussi, parce que malgré cette période-là qui a été compliquée, Jeux Olympiques, plus Tour de France femmes, où elle n'a pas forcément eu les résultats qu'elle attendait. Elle arrive quand même à se remobiliser donc sur le Grand Prix d'Isberg, sur le Grote Prijs Berens également, et elle est 3e du classement de la montagne du CIMAC Ladies Tour, Victoire Berthaud. C'était pas forcément évident parce que c'est vrai que l'année dernière elle est championne de France, mais sans avoir eu à ce moment-là forcément des très très gros résultats dans son palmarès. Donc c'est toujours un petit peu compliqué dans ce genre de situation quand tu deviens championne de France ou champion de France sans avoir forcément un gros palmarès, parce que tout de suite il y a des attentes sur les épaules et puis tu as un maillot qui est très visible, donc forcément tout le monde veut te voir. Mais derrière elle enchaîne très très bien sur la fin de saison 2023. Là cette année, les résultats sont en progression du côté de Victoire Berthaud. Je trouve qu'encore une fois son début de saison sur les classiques flandriennes a été très bon. La petite déception, c'est peut-être quelques sprints qui ont été moins bons. Ce Tour de France qui n'est pas réussi. Elle n'a pas réussi à être efficace sur ce Tour de France femme. Mais encore une fois, il y avait eu des Jeux Olympiques. C'était un programme qui était quand même très particulier pour Victoire Berthaud cette année. Donc ça a peut-être été compliqué à gérer de ce côté-là. Mais pour moi, c'est une bonne saison. Voilà, pour Victoire Berthaud, une belle année en progression. Elle n'a aussi que 24 ans. Oui, elle est très jeune aussi. Elle a le même âge que Clara Copponi. Hein. Clara Copponi, elle a 1 an de plus. Voilà, mais elles sont très jeunes, toutes les deux. Donc c'est vrai que c'est des filles qui sont encore en phase de maturité, de prise de maturité. C'est encore des filles qui vont progresser physiquement dans les années à venir. Et donc, faut être aussi un peu indulgent de temps en temps, surtout que dans le cyclisme féminin, j'ai tendance à penser que les jeunes ont parfois un petit peu du mal à s'exprimer. Comme vous aviez pendant très longtemps pas de catégorie espoir, c'est vrai que la marge entre junior et élite était quand même très dure à passer. Parfois même vous aviez des concurrentes qui avaient tendance à s'arrêter. On a de plus en plus de catégories espoir désormais, donc ça permet un petit peu de rendre cette marche un peu moins haute à escalader, mais on voit que à 28, 29, 30 ans, tu peux encore progresser facilement dans la hiérarchie mondiale, même si techniquement tu progresses plus sur tes qualités physiques, mais avec la tactique, la stratégie. C'est vrai qu'elle est d'une génération encore, Victoire Berthaud, où elle a commencé le vélo il y a donc 15-20 ans. Il n'y avait pas forcément de club pour les filles, il n'y avait pas forcément de course pour les filles à ce moment-là, dans ces jeunes années. Donc c'était pas, je pense, facile de courir très souvent. Donc cette expérience qu'on peut acquérir chez les garçons très jeunes, elle est plus compliquée à acquérir chez les filles parce que ça manquait de course. Et forcément, ça veut dire que cette expérience-là, elle s'acquiert plus tard sur les courses professionnelles. Donc c'est pour ça que parfois il y a des erreurs, parce que, encore une fois, il faut aussi comprendre pourquoi ces erreurs arrivent. Parce que en France notamment, il n'y a pas autant de courses pour les filles que pour les garçons dans les jeunes catégories. Donc ça peut être un problème. Et c'est vrai que là cette année je trouve Victoire Berthaud, il y a des bons résultats au classement PCS, elle est top 50 hein, donc c'est quand même pas mal. C'est vrai que certains s'étaient plaints de sa sélection aux Jeux Olympiques. Moi je comprenais l'idée de sa sélection aux Jeux Olympiques, je comprenais l'idée parce qu'elle a une bonne pointe de vitesse, parce qu'il y avait des pavés sur le parcours. Après elle n'a pas eu de chance, on va dire. La chute arrive au mauvais moment et puis tout le monde est un peu pris dans la chute, c'est un peu la bagarre. Il n'y avait que 3 filles dans la sélection, donc ça veut dire que tu n'as que 2 équipières, donc elle s'est retrouvée un petit peu à l'arrière, mais c'est quand même une belle année pour la concurrente française, et puis on espère qu'elle va encore progresser
dans la hiérarchie mondiale. Quatrième de ce classement, elle est française, bien entendu, c'est le classement des Françaises. Elle est surtout d'une équipe qui me tient toujours à cœur, Saint-Michel Mavic Aubert 93 cette année. L'année prochaine, elle sera du côté de l'équipe Visma avec Pauline Ferrand-Prévot. C'est Marion Bunel. Quelle saison de Marion Bunel à 20 ans seulement, et encore, elle vient de les avoir. C'est 20 ans. Donc elle avait 19 ans, donc encore une fois, génération Julie Bégaud, Tissia Rio. Vous avez bien compris, c'est un peu la génération dorée. Sauf que elle n'était pas forcément... Ce qui est surprenant, c'est que malgré ses résultats dans les juniors, et une 8e place l'année dernière sur le Tour de l'Avenir, alors qu'elle est à ce moment-là dans une équipe amateur, parce qu'elle est dans la sélection Auvergne-Rhône-Alpes, elle n'a pas trouvé une meilleure équipe que Saint-Michel, parce qu'en fait, il y avait déjà des résultats qui étaient un peu annonciateurs chez les jeunes, du talent qu'elle pouvait avoir. Mais de là à faire une saison comme elle a réalisé, tu vois, il y a le talent d'avoir le talent de Julie Bégaud, et puis il y a avoir le talent de Julie Bégaud, mais encore mieux, quoi, en montagne. Elle a montré des choses en haute montagne qui sont quand même assez impressionnantes. Sur le Tour de l'Avenir, moi je suivais l'étape du collet d'El Finestré, mais elle met une branlée à tout le monde sur cette étape-là. Mais vraiment, elle met une... alors c'est pas comme le coureur espagnol qui a remporté le Tour de l'Avenir cette année chez les garçons, mais c'est quand même pas loin, quoi. C'est vraiment très impressionnant. Derrière, tu réussis quand même ton objectif de la saison qui était le Tour de l'Avenir. Derrière, tu arrives encore à faire deuxième du Tour international de l'Ardèche. Et encore une fois, c'est une course importante et elle ne fait que 13e du chrono. Donc ça veut dire que ça s'est vraiment joué en montagne. C'est là où vraiment elle a su faire la différence. On l'a vu également en tout début de saison sur l'UAE Tour. Hein. C'est là où je me suis dit waouh, il y a du talent. Il y a du gros talent chez elle parce que quand elle arrive à rivaliser avec Lotte Kopecky, réussir à rivaliser en montagne avec Lotte Kopecky, même si c'est que sur 1 km ou 2 km, il faut quand même tenir la cadence. Elle fait 5e à Jebel Hafet, et puis 9e du dernier Tour de Normandie. Enfin voilà, on l'a vu pendant toute la saison. Alpes-Grésivaudan, qui est une grande classique française, c'est un peu la Mercantour classique, version féminin. Elle gagne cette épreuve-là. Et puis, son été, encore une fois, Tour de France aussi, j'en ai pas parlé, mais du Tour de France, c'est qu'on l'avait mis parmi les meilleurs dans le Tour de France. À l'Alpe d'Huez, a fait 11e. Encore une fois, elle est dans une équipe continentale. Donc une équipe où il n'y a pas un gros budget. Et surtout que là, la situation financière de Saint-Michel était loin d'être assurée à ce moment-là, parce qu'il y avait Pierre Rolland qui faisait un peu des pieds et des mains pour trouver un nouveau sponsor, ce qu'ils ont trouvé. Elle fait 17e de la course et elle aura des regrets, c'est son chrono, parce que là elle fait un très mauvais chrono, ce qui est quand même assez habituel pour les concurrents qui sont continentales, parce qu'il y a des différences de matériel qui sont impressionnantes. Et même si c'était que sur 6 km, en plus elle en avait pas fait beaucoup cette année, puisqu'elle en avait fait un sur le Tour de Normandie où elle était 64, à peu près sur un format 10 km. Et ouais, c'était que son deuxième chrono chez les pros, je pense. Donc c'était pas facile. Et elle avait fait aussi un mauvais chrono à Saint-Vallier sur le Tour de l'Avenir l'année dernière, où elle avait fini dans la deuxième partie de tableau, même plutôt dans les dernières, sur cette épreuve-là. Et cette année, en 2024, sur le chrono, elle fait 10e, voilà, sur le Tour de l'Avenir. Donc on sait que c'est pas forcément sa spécialité, parce qu'elle fait 10e, mais sur 2 km, elle perd 20 secondes sur la meilleure. Pour un petit peu vous montrer les écarts. Et je trouve que voilà, c'est une fille qui progresse énormément dans la hiérarchie mondiale. Après, elle va être très attendue. Elle sera très attendue également chez Visma parce que derrière, en fait, Pauline Ferrand-Prévot, c'est elle, quoi. Alors, il y a Schladonova aussi qui est très forte, la tchèque. Non, slovaque, Schladonova, je ne sais plus.
Slovaque, pardon. Mais qui est aussi très costaud chez les juniors. Vous avez Fidanza qui est intéressante, mais elle fait quand même partie des... Il y a Imogen Wolf aussi, mais elle fait partie des meilleurs talents et on sait très bien qu'en montagne c'est du costaud. Donc ouais, derrière Pauline Ferrand-Prévot, ça va être une des filles à suivre. Et, ça sera forcément une fille très très dangereuse. Et puis Visma a envie de remonter dans la hiérarchie mondiale, c'est un peu comme UAE au niveau du cyclisme féminin. Donc on sait très bien qu'il y aura des objectifs très ambitieux dans cette formation, je pense, autour de Pauline Ferrand-Prévot. Troisième de ce classement, elle est un petit peu habituée à être présente dans ces tops de fin de saison. Juliette Labousse. Juliette Labousse, c'était sa dernière année chez DSM. Un peu moins bien pour moi que les années précédentes. Alors, elle est toujours très régulière. C'est vrai que Juliette, c'est peut-être l'une des filles les plus régulières aux avant-postes du côté de la montagne. Mais par rapport aux années précédentes où je chantais une grosse évolution à chaque fois dans son niveau de performance, dans ses capacités à rivaliser avec les meilleurs, j'ai trouvé que cette année elle était un peu plus en retrait, notamment sur le Tour de France Femmes. Où c'est vrai qu'au final elle fait un meilleur Giro qu'un Tour de France Femmes, un peu comme l'année d'avant, et je trouve qu'elle n'a pas réussi à vraiment rectifier le tir. Au final elle est 9ème, mais elle a vraiment une étape à l'Alpe d'Huez qui est extrêmement compliquée, où elle le dit même elle-même, hein, elle était vraiment dans peut-être la journée la plus dure de sa carrière. Sur le Tour d'Italie, il y a cette pénalité qui lui coûte cher parce qu'elle pourrait être sur le podium. Je crois me rappeler, mais elle prend cher sur ça. Alors sur le chrono, moi je trouve qu'elle a vraiment beaucoup progressé et maintenant elle est vraiment en capacité d'être avec les meilleurs, surtout sur les chronos longs, mais notamment voilà cette 4e place aux Jeux Olympiques, mais elle est également 9e au championnat du monde, mais elle est vraiment capable maintenant de rivaliser, avec les bonnes filles sur le contre-la-montre. Mais ouais, j'ai eu le sentiment que c'était moins bien. Alors là, tu vois, par exemple, en point pro cycling stat, elle fait mieux que les années d'avant. Mais j'ai eu un petit sentiment de régression. Alors après, ça reste fantastique encore, hein. Ça reste encore une très bonne saison. Au niveau européen, c'est excellent. Mais c'est vrai que j'ai eu le sentiment que c'était une chouille moins bien. Moi, j'ai eu ce sentiment-là. C'est pas corrélé, encore une fois, véritablement par les résultats, mais j'ai eu l'impression que c'était moins bien. Alors peut-être parce que je me fie énormément à son Tour de France, et c'est vrai que sa fin de Tour de France est compliquée. Mais même sur d'autres épreuves, j'ai trouvé qu'elle était un petit peu en retrait. Je pense au Tour d'Espagne aussi, où elle fait 4e, mais c'est vrai qu'elle est derrière quand même une Evita Music. Donc il m'en a manqué un peu en fait. Belle régularité du côté de Juliette Labousse. On le voit sur toutes les grandes courses du calendrier où elle a participé, elle est quasiment tout le temps dans le top 10 à part l'Amstel. L'Amstel elle est 19ème, mais sinon elle a été, et le trophée Alfredo Binda mais qu'en début de saison. Mais sinon elle a été tout le temps dans le top 10 sur cette année. Mais il m'a manqué peut-être un top résultat en montagne pour la mettre un petit peu plus haut, et c'est vrai que son Tour de France m'a déçu. C'est le Tour de France qui m'a déçu parce que on a eu l'impression qu'elle n'a jamais été dans le bon timing, qu'elle n'a jamais eu la bonne carburation, comme je dis souvent. Et comme c'était déjà le cas l'année dernière, c'est vrai que c'est encore une déception supplémentaire. Après aussi, il faut le dire que chez DSM, pas forcément hyper bien entouré non plus au niveau de l'équipe. C'est-à-dire qu'il lui manquait un petit peu de monde, et puis en plus Églantine Rayet n'était pas forcément là sur les grosses épreuves. Ce qui aurait pu aider un petit peu plus. C'est vrai qu'elle se retrouvait quand même très vite seule. Parce que, encore une fois... et puis elle devait parfois faire le travail pour Charlotte Kohl aussi. Donc c'était un peu compliqué. Là, elle se retrouve l'année prochaine chez FDJ Suez, mais avec Vollering. Donc comment ça va se passer entre les deux, avec aussi des filles qui poussent, je pense à Vita Music. Ça va être vraiment un calvaire pour le staff de la FDJ, parce que ils peuvent vraiment faire une très grande saison. Mais il va falloir vraiment se creuser la tête entre les différents
les différents égos, parce que ça va être le gros souci en fait, hein, ça va être de gérer les égos. Il y a des filles qui ont un grand talent, ça on le sait tous, mais il va falloir réussir à ce que, pourquoi pas une Juliette Labousse ou une Evita Musique, de temps en temps se mettent au service de Demi Vollering. Et c'est ça qui va être compliqué à gérer. C'est ça qui va être très dur, parce que voilà, et quand tu vois aujourd'hui euh, la progression qu'a une Evita Musique, Juliette Labousse, c'est peut-être celle qui est le plus en danger au final. Parce qu'Evita Musique, elle progresse énormément, elle a du punch. Vollering, bon, normalement, elle n'a pas perdu son talent, je pense, d'une année sur l'autre. Et c'est vrai que c'est peut-être plus Juliette Labousse qui a à perdre dans l'affaire. Est-ce qu'elle savait que Vollering allait arriver? Je ne sais pas. Est-ce que ça aurait pu jouer sur son transfert? Je ne sais pas non plus. Mais c'est vrai que oui, ça n'a pas été forcément évident. Mais après, bon, voilà, bravo quand même pour Juliette Labousse, pour cette régularité. C'est vrai que ce qui est fort quand même avec Juliette Labousse, c'est pour ça que je la mets sur le podium. Parce que là, j'ai quand même pas mal critiqué, mais bon, la saison est quand même bonne. C'est cette capacité qu'elle a à être régulière pendant toute l'année. C'est le cas depuis quand même ouais, 3-4 ans, où c'est quand même la fille la plus régulière aux avant-postes, quoi. Avec les Vollering. Il y a Vollering, Neviadoma, qui est très régulière aussi. Mais il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à être là du mois de février au mois d'octobre. Elle arrive à le faire. Donc c'est fort. Ce qui manque en fait à Evita Music, c'est... mais pour moi, c'est comme Romain Bardet. On est à peu près au même moment où Romain Bardet, dans sa carrière, c'était un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il manque le gros résultat. J'espère que ça va arriver, parce qu'elle n'a que 26 ans aussi. C'est l'une des plus anciennes de ce classement, mais elle n'a que 26 ans. Donc elle a encore beaucoup de progression encore. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai qu'elle est là depuis 2017. C'est qu'elle est arrivée très jeune sur le circuit, hein. Elle est arrivée à 19 ans, même à 18, parce qu'en fait elle est née en novembre, donc elle avait quasiment 18. Et c'est vrai qu'elle est là depuis 8 ans, mais elle peut encore progresser. Et puis on espère désormais un podium sur un grand tour. Ça serait bien pour Juliette Labousse, mais ça ne sera pas si évident que ça. Surtout avec une Demi Vollering, on espère la voir aux avant-postes. Ça va pas être facile quand même, encore une fois, avec l'arrivée de la néerlandaise du côté de la FDJ Suez. Deuxième de ce classement, Cédrine Carbaol. Face à Juliette Labousse, en fait, elle s'est surtout jouée aux victoires. C'est ça qui fait la différence entre Cédrine et Juliette, c'est que Cédrine, elle a réussi à gagner. Elle a un talent même, je trouve, qui est assez fort sur les étapes punchy. C'est comme ça qu'elle s'impose sur le Tour de France Femmes, mais en début de saison en Espagne, quand elle gagne la Durango, la Vuelta CV Feminas, c'est comme ça qu'elle s'impose aussi un petit peu sur un parcours un petit peu punchy. Je trouve qu'on sous-estime ses capacités en punch pur. Je ne sais pas si elle a vraiment le meilleur talent en montagne aujourd'hui, Cédrine Carbaol, même si elle est très performante là-dedans, mais elle est plus dans la gestion, je trouve, en haute montagne. C'est vrai qu'elle a vraiment ce côté je maintiens mon rythme et voilà, j'essaye de tenir mon rythme le plus longtemps possible. Et j'essaye plutôt de limiter la casse. Je trouve que là où elle est très forte, c'est sur les courses un peu punchy, où, notamment cette année à Morteau, mais même à Amnéville, elle fait 7ème. En Espagne, elle a été aussi très impressionnante dans ces courses-là, où je trouve que là, elle arrive vraiment à faire la différence. 16e de Liège, en n'ayant pas forcément la plus grosse structure autour d'elle. Et puis, ce qui est intéressant, et sur la Vuelta CV Feminas, donc qui était une course qui avait été assez courte, elle était vraiment partie en boulet de canon. Et puis en plus, je trouve qu'elle est très intelligente, Cédrine Carbaol, parce que elle sait où attaquer, et elle connaît très bien ses points forts, c'est-à-dire cette capacité à rouler extrêmement longtemps sur des grosses cadences. Ça, c'est vraiment sa force. Elle est capable de mettre du braquet pendant très longtemps. Parfois, elle exagère même ce côté-là où je mets du braquet à 100%, mais elle est capable de partir de loin, Cédrine Carbaol, parce qu'elle a ses qualités de rouleuse.
Et ça va peut-être encore progresser pour elle chez EF, parce qu'elle change d'équipe. Alors elle redescend d'un étage, parce que c'est vrai que Serra Tizit était en World Tour, elle passe chez EF qui est en deuxième division, mais EF, comme Cofidis, est invité sur toutes les épreuves du World Tour cette année. Et surtout, avec Serra Tizit, je pense qu'il y a eu... elle ne savait pas si l'équipe allait poursuivre, parce qu'il y avait des petits soucis avec les sponsors. Elle n'était pas assurée de continuer. Et elle n'était surtout pas assurée de continuer en World Tour, parce qu'il y avait des petits problèmes de dossier avec Serra Tizit. Il y a des équipes cette année qui ont eu des soucis de dossier. Chez les filles, mais également chez les garçons, parce qu'Astana, par exemple, ça a mis beaucoup de temps à se débloquer. Où il a failli Intermarché aussi, ça a mis du temps à se débloquer chez les garçons, où il a fallu que les équipes repassent en commission, notamment en commission économique devant l'UCI. Donc ça a fait que certains dossiers ont pris beaucoup plus de temps pour savoir s'ils allaient en World Tour en deuxième division. Et je pense que Séverine Carabaol, elle voulait avoir la réponse tout de suite, c'est pour ça qu'elle est partie chez EF. Mais ça va être encore une nouvelle équipe, et c'est vrai qu'elle reste rarement longtemps dans les formations. Arkea, Cofidis, Serra Tizit, EF, c'est déjà sa quatrième formation depuis 2021. Et puis il y a aussi une victoire sur les Trois-Vallées Varesines, où elle s'impose en costaud quand même sur les Trois-Vallées Varesines, avec dans des conditions qui étaient extrêmement difficiles sur cette épreuve-là, où elle bat Persico, Liane Lippert, où elle a battu vraiment les bonnes puncheuses du peloton. Et moi je me dis quand même que voilà, du côté de Séverine Carabaol, il y a vraiment une belle progression. Et puis cette victoire sur le Tour de France en costaud à Morteau, elle part vraiment, elle fait une super étape ce jour-là. Elle arrive à faire la différence, et puis elle résiste bien quand même à l'Alpe d'Huez, parce que c'est vrai que j'ai dit que c'est plutôt une fille qui limite la casse en haute montagne. Ça reste une fille quand même qui a beaucoup progressé par rapport à l'année précédente. En haute montagne, c'est là où vraiment la différence, je pense, s'est faite. L'année dernière sur le Tour de France Femmes, elle souffre quand même sur le col du Tourmalet. Là, elle arrive à faire mieux dans la manière dont elle a tenu la cadence. Il y a toujours ses qualités sur le contre-la-montre. Et puis, oui, elle progresse. Quand vous voyez, c'est assez clair, maintenant ça fait partie des très bonnes coureuses du peloton. Aujourd'hui, Séverine Carabaol, pardon. Et c'est pour ça que je la mets aussi aux avant-postes, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui est capable de faire mieux que Séverine Carabaol du côté des filles en France. Et même à l'international, ça commence à causer quand même Séverine Carabaol, ça commence à montrer des bonnes choses. Et l'année prochaine, ça va être intéressant de voir comment ça va se passer avec Faulkner, la championne olympique, parce qu'elles vont être dans la même équipe. Sur les épreuves de une semaine, enfin les grands tours, c'est, je pense, Carabaol qui aura l'avantage. Sur les classiques, ça sera un peu plus complexe. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est deux profils qui ont des similitudes. Faulkner, elle adore aussi les grands raids solitaires comme Carabaol, et c'est des filles qui ont des talents de puncheuses. La différence, c'est que Carabaol est meilleure en montagne que Faulkner, et que Faulkner est meilleur en flandrienne que Carabaol. Mais je trouve qu'il y a quand même des grosses similitudes entre les deux. Ça va être intéressant de les voir dans la même équipe. Et je pense que là aussi, du côté de EF, je rappelle qu'avant la structure avait le sponsor EF, mais n'était pas forcément associé à la structure de Jonathan Wouters. Quand il y a eu des petits soucis avec la précédente structure, ils ont décidé de tout rattacher dans l'organisme de Jonathan Wouters, et on voit bien que c'est aussi une équipe qui veut progresser dans la hiérarchie mondiale. Donc je pense que l'idée de recruter Séverine Carabaol, il y a aussi une idée de récupérer des gros résultats dans les années à venir. On passe aux mentions honorables. 3 mentions honorables du côté des filles. Je commence avec Jadeville, 24 ans. Jadeville, là aussi jeune, mais qui, je trouve, a pas mal progressé cette année. Alors Jadeville, sa carrière, elle est un peu compliquée parce que elle est championne de France très jeune. Et à ce moment-là, on se dit, c'est la nouvelle pépite du cyclisme français. On se dit, il y a Juliette Labousse, il y a tout ça, mais Jadeville, c'est peut-être celle qui a la plus grosse... qui a les plus grosses capacités. Et puis derrière, je dirais que ça embraye pas
en termes de résultats, contrairement à d'autres filles, contrairement à une Evita Music, à d'autres filles. Là, les résultats ne viennent pas. Et on se dit à ce moment-là, parce que grosso modo, c'est un succès qu'elle n'arrive pas à supporter. C'est vrai qu'elle est championne de France en 2019, mais vous avez la Covid, donc c'est vrai que son règne est un peu particulier, parce qu'en fait elle a assez peu couru avec ce maillot de championne de France au final. Et puis je pense que ça arrivait trop tôt cette victoire. Elle est arrivée trop tôt dans sa carrière, et ça a été compliqué à assumer. Et je trouve que là, elle a vraiment progressé cette année. Gros travail d'équipière. Je trouve qu'on l'a souvent vu sur les courses que j'ai regardées. On la voyait énormément, Jadeville, et puis présente également sur les manches de Coupe de France. Je pense Grand Prix du Morbihan notamment. Donc voilà, des progrès, mais pas suffisants pour être plus haut dans ce classement. Audrey Cordon-Rago. Déjà parce qu'on peut rendre une deuxième fois hommage à Audrey Cordon-Rago, mais aussi parce que même si l'année a été moins bonne, encore une fois, qu'il y a 2 ou 3 ans où là elle avait vraiment caracolé sa dernière année chez Trek, elle est vraiment exceptionnelle, elle est quand même toujours présente aux avant-postes. Son titre de championne de France, elle a des résultats sur les épreuves aux Pays-Bas. Même si ça a été plus dur, elle a quand même réussi à se montrer, notamment également en échappée sur le Tour de France Femmes. Donc voilà, et puis ça reste une grande femme du cyclisme féminin aujourd'hui. Voilà, c'est une fille qui aura été vraiment très performante dans sa carrière. Et je pense qu'il faut, il faut aussi s'en rappeler, c'est qu'on est quand même sur une fille qui a vraiment marqué, je trouve, le cyclisme féminin. Et ça, c'est pas le cas de tout le monde, donc bravo à Audrey Cordon-Rago. Et puis je termine avec Églantine Rayet. Elle aussi, elle est arrivée très jeune chez les pros, peut-être un peu trop jeune, parce qu'elle est arrivée à 18 ans. Mais avec des résultats dans ses jeunes années aussi, c'est-à-dire qu'elle arrive avec un statut à ce moment-là, où aller au championnat du monde, c'est quand même une vice-championne du monde sur le parcours junior, sur le parcours australien qui était quand même extrêmement compliqué, derrière Zoé Bäckstedt. Zoé Bäckstedt qui a un peu dominé la catégorie au même moment que Églantine Rayet. Mais ça fait depuis plusieurs années qu'en fait elle enchaîne un peu les pépins physiques, et c'est ce qui fait qu'elle a un peu du mal à percer, à exploser. Là encore, cette année c'est que 30 jours de course, mais même malgré ces difficultés, elle arrive quand même à faire une démonstration sur le Tour de l'Avenir féminin quand elle remporte son étape en échappée. Elle a vraiment été impressionnante ce jour-là. Mais ça suffit pas une journée sur la saison pour être visible. Et voilà, c'est ce qui m'a manqué avec Églantine Rayet, c'est qu'on l'a vu en fait pas suffisamment souvent sur cette saison. Donc voilà, j'aurais voulu un petit peu plus d'Églantine Rayet. La grande vainqueur de ce classement, c'est Evita Music. Evita Music qui a été au-dessus du lot cette année. Elle a été vraiment impressionnante. C'est la seule qui a rivalisé avec Demi Vollering sur le dernier Tour d'Espagne. Et c'est la seule qui a battu Demi Vollering. Et je pense que ce jour-là, Demi Vollering, elle a été impressionnée parce qu'elle ne s'attendait pas à être battue par Evita Music, je pense très clairement. Mais sa seule déception, c'est de ne pas avoir fait les Jeux Olympiques. Encore une fois, la sélection olympique était très difficile à faire parce que vous aviez seulement 3 places pour l'équipe de France féminine. Le sélectionneur a fait un choix avec Audrey Cordon-Rago. C'est sûr que moi j'aurais plutôt vu quelqu'un d'autre à la place d'Audrey Cordon-Rago. Moi j'aurais plutôt vu Cédrine Carbaol, pour tout vous dire, même avant Evita Music, parce que le problème c'était le contre-la-montre. Alors on aurait pu être couillu et se dire on part qu'avec Juliette Labousse pour faire un résultat sur le contre-la-montre,
Ça, on aurait pu le faire si les Jeux étaient à l'étranger. Les Jeux étaient en France. On ne pouvait pas bazarder les épreuves. C'était impossible. Ce qui a été, je pense, le problème des sélectionneurs. Que ça soit Vauclair, on pouvait pas bazarder le contre-la-montre. En temps normal, tu as des Jeux Olympiques, on sait qu'on n'est pas les. Enfin, chez les filles, encore, on a du talent sur le contre-la-montre, mais chez les garçons, c'est plus compliqué, on bazarde un petit peu le contre-la-montre. Bon, là, c'était pas possible. Après, est-ce qu'il a pensé que Cédric Carbaol n'arriverait pas à s'en sortir sur le circuit? Tu vois que Faulkner, par exemple, elle s'en est bien sortie. Je me dis que. Je pense que Carbaol avait le talent pour passer. Evita Music, c'était plus compliqué parce que il y avait déjà le problème des pavés, il y avait aussi le problème du contre-la-montre, et c'est vrai qu'à un moment il a fallu faire des choix. Il choisit Audrey Cordon-Rago. Bon, après Victoire Berthaud est prise dans la chute, et s'il y avait eu Cédric Carbaol, il y aurait peut-être eu la chute également. Mais ça a été un choix peut-être mal expliqué à Evita Music, parce que vu sa réaction, ça n'a pas dû être très bien expliqué. Mais c'est ce qui lui a donné, je pense, l'énergie de faire une grosse préparation avant le Tour de France, et puis cette rage sur le Tour de France. Je pense qu'elle a eu une rage. Dommage le contre-la-montre, parce que ça lui coûte le podium. Le contre-la-montre à Rotterdam, elle perd du temps et ça lui coûte vraiment le podium. Bah là, un axe de progression qu'elle peut avoir, Evita Music. Mais sinon, sur le reste de l'année, elle a été très efficace. Deuxième du Giro d'Alemilia. La seule déception aussi, c'est la deuxième déception, c'est les championnats du monde. Si elle passe un peu à côté, mais c'est une course qui est très dure, les championnats du monde. Déjà, le contexte après la mort de Muriel Führer, et puis également les conditions climatiques étaient extrêmement dures. Voilà, les conditions climatiques, elles étaient vraiment costauds, donc ça n'a pas été facile. Mais son Tour de France femme, elle fait 4, elle fait 3 du Tour de 3 ou 2. Non, 5 pardon, du Tour d'Espagne féminin, mais là aussi, sur le contre-la-montre par équipe, ils perdent un petit peu de temps. Et puis, il y a le coup de bordure qui lui fait perdre beaucoup de temps. C'est vrai que ça aussi, c'est deux gros axes de progression pour Evita Music. C'est la technique sur le vélo, parce que c'est vrai qu'elle perd toujours du temps sur les coups de bordure. Un peu comme Gaia Realini, et le contre-la-montre. Mais aujourd'hui, elle a un énorme punch. Enfin, elle fait encore 4ème dans la Flèche Wallonne, et elle est super forte au niveau du punch. Enfin voilà, elle est très impressionnante en termes de résultats sur l'année. Ce qui fait un peu la différence pour moi par rapport à Cédric Carbaol, c'est le classement général sur les deux grands tours. Cédric Carbaol n'était pas sur le Tour d'Espagne. Et puis pour moi, c'est cette capacité à rivaliser vraiment avec peut-être la meilleure aujourd'hui au monde. Être en capacité de rivaliser avec Vollering, c'est pas donné à tout le monde, et ce qui fait qu'une Evita Music, elle sort un petit peu du lot par rapport à une Carbaol, par rapport à une Juliette Labousse, même si les deux autres font quand même d'excellentes saisons. Et puis après, oui, non, l'année en termes de résultats, elle est excellente. Et puis surtout, moi, ce que j'aime avec Evita Music, c'est cette capacité à se remobiliser. Parce que l'année dernière, première partie de saison bonne, mais derrière, le Tour de France a quand même été extrêmement compliqué. Tu peux t'écrouler, elle a que 24, enfin à ce moment-là, elle a que 24 ans, elle a 25 ans maintenant, mais elle est jeune encore. Donc elle peut s'écrouler. Elle a le droit de s'écrouler, Evita Music. Et elle a eu la bonne idée de repartir sur le cyclocross. De se dire, je repars sur... Ça m'oblige à refaire une préparation un peu automnale, et puis à forger un peu le caractère, parce que le cyclocross, c'est quand même un sport difficile. C'est quand même un sport où tu es toujours très haut au niveau des pulsations cardiaques, où tu es dans la boue, tu es toujours dans des conditions un petit peu dégueulasses. Ça t'invite, je pense, à être humble, et ça t'invite à te sortir les doigts du cul, quoi, à te sortir un petit peu à aller vraiment très loin dans la douleur. Et je pense que c'est là où elle construit très bien sa saison Evita Music pour 2024. C'est dans ce travail qu'elle a fait sur ces quelques manches de Coupe de France où oui, elle est allée dans un exercice où elle est peut-être pas la plus solide là-dedans, mais elle s'est dit voilà, j'y vais à fond. Et puis après, ça a marché.
Et puis en ce moment, oui, derrière, tu as une grosse année 2024. Il y a deux déceptions, sa non-participation aux Jeux et les championnats du monde, mais en fait, sur le reste, c'est du costaud. C'est du très costaud du côté des Vita Music. Et ben voilà. Et bien j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Il y aura le top 15 féminin, mais qui arrivera, je pense, plus en 2025, désormais qu'en 2024. Bon, bah d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Bonne année, déjà, un petit peu par avance, même si on se retrouve pour le Vendée Globe et pour les présentations cyclistes, mais ça sera que l'année prochaine. Et puis, d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Allez, ciao, ciao sur la Mec Production.